More money, more problems. Plus d'argent, plus de problèmes. Si cet adage est vrai, alors personne n'a autant de problèmes que Google. À part peut-être Apple, Nvidia ou Amazon, en fait, c'est pas si simple. On va le voir. Ils ont tellement de pognon qu'ils ne savent pas quoi en faire. Bienvenue dans le monde incroyable des GAFAnomics et ici des Googlenomics. Entre 100 et 135 milliards de dollars, c'est le niveau stratosphérique de la montagne de cash qu'a en ce moment Google. Et à défaut de l'investir dans quelque chose d'innovant, Google garde ce trésor sur son compte bancaire. Avec l'inflation actuelle, dont tu as forcément entendu parler, eh bien ce pactole s'effrite jour après jour, mois après mois, année après année. Car Google n'a tout simplement pas assez d'idées et ne sait pas quoi faire de cet argent. Et oui, Google n'est plus une petite start-up innovante, horizontale, comme il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, c'est une grosse entreprise pyramidale, verticale et donc lente, inefficace et paralysé par de nombreux process. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi et quel danger ça représente pour eux. Mais surtout, on va voir comment les startups de la Silicon Valley peuvent très bien mettre en danger Google et devenir un géant à sa place. C'est parti. Alors, Google, c'est quoi au départ ? Eh bien, c'est une page blanche avec un petit rectangle dedans et des robots, les crawlers, qui visitent et enregistrent toutes les pages web pour permettre de répondre aux requêtes des internautes. Et avec ça, ils ont bâti l'une des plus grosses capitalisations boursières au monde avec à peu près 2000 milliards de valo. Comment ? Eh bien grâce à deux éléments fondamentaux. D'abord, une position dominante sur le marché mondial de la recherche, ce qu'on appelle le search. La page blanche de Google, simple pour trouver rapidement et précisément ce que l'on recherche, a suscité l'adhésion mondiale, collective, et a rapidement balayé les Lycos et autres Yahoo des années 90 et 2000. Google, c'est l'archétype de la simplexité, complexe à construire pour offrir une utilisation ultra simple. Ils détiennent toujours, en 2024, entre 77% aux États-Unis et 90% en Europe de parts de marché sur la recherche. Au niveau mondial et en moyenne, Google s'établit à 87% des parts de marché sur la recherche, même si c'est un chiffre en légère baisse. Bien sûr, tu connais cette histoire, les annonceurs du monde entier se battent à coups de dollars et de mots-clés pour apparaître en première position sur les recherches des utilisateurs. Une telle situation a créé dans les premières années de Google des rendements croissants, ce qui est très rare. Normalement, la science économique nous dit que toute production est soumise à la loi des rendements décroissants, identifiée par David Ricardo au début du 19e siècle. Plus j'ajoute des terres à ma production agricole, moins les terres que j'ajoute sont productives. Là, c'est l'inverse. Plus Google étendait son service, plus c'était rentable, plus ça générait de cash. Une telle position offre également des effets d'échelle considérables. Google n'a eu besoin de créer qu'une seule fois son système et n'a pas de coût variable supplémentaire à mesure que sa demande augmente et donc ses revenus. Et cela lui ouvre le deuxième élément fondamental de sa dynamique financière, une quasi-situation de rente, avec des marges brutes énormes et des marges nettes extrêmement confortables. En marge brute, on est entre 55 et 62% selon les années. Et on est sur 30 à 40% de marge d'exploitation. En 2024, la marge nette d'Alphabet, la maison mère de Google, s'établit à 27%. C'est énorme, surtout qu'on ne parle pas de petites sommes, mais d'environ 300 milliards de revenus par an. Il faut également noter que Google s'est organisé pour payer le moins d'impôts possible, en basant ses services opérationnels dans des pays fiscalement avantageux. Ce qui fait que lorsque vous cliquez sur une pub sur Google depuis la France, eh bien l'argent va directement en Irlande, un pays où l'impôt sur les sociétés est nettement plus faible qu'en France. Un rendement opérationnel qui permet de générer énormément de cash et une optimisation fiscale parfaite, ces deux éléments ont fait de Google l'une des sociétés capables de générer le plus d'argent au monde. Tellement de cash que Google a pu, dans les années 2000 et 2010, se développer très vite dans de très nombreux domaines qu'on va voir maintenant. Au fil du temps, Google utilise ce trésor de guerre de plusieurs manières. L'entreprise investit d'abord massivement en R&D, la recherche et développement, pour financer des projets innovants et maintenir son avance technologique. En 2023, Google investit 45 milliards en R&D, soit 15% de son chiffre d'affaires. C'est considérable. Elle investit par exemple dans l'intelligence artificielle, le machine learning, mais aussi le cloud computing. Google AI, la division d'intelligence artificielle de Google, évidemment, travaille sur des technologies extrêmement avancées, comme par exemple le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et les algorithmes de deep learning. Google investit également dans les initiatives écologiques, comme les énergies renouvelables et la réduction de l'empreinte carbone. Depuis 2017, Google se targue d'être alimenté à 100% en énergie renouvelable. Ensuite, Google utilise ce cash
pour racheter ses propres actions. Cela permet de soutenir le cours de l'action, quand on rachète, ça fait monter le cours, et de renvoyer de l'argent aux actionnaires par le biais de l'augmentation du prix de l'action. Ainsi, Google a par exemple annoncé en 2024 un rachat pour 70 milliards de dollars, ce qui illustre bien que Google a du mal à savoir quoi faire avec son argent, il ne sait pas où l'investir pour innover, il préfère simplement rendre cet argent aux actionnaires. Autre sujet, Google investit bien sûr dans l'infrastructure, notamment au niveau du cloud. Ils sont 3e derrière Amazon avec AWS et Microsoft avec Azure. Google, eux, ne détiennent que 10% de parts de marché. Ils investissent donc pour construire des nouveaux centres de données, acquérir des nouvelles technologies et développer des solutions spécifiques à l'industrie. Enfin, Google fait des acquisitions, des emplettes. Ils rachètent des entreprises, si possible stratégiques, pour compléter ou étendre leurs capacités. Parmi les acquisitions les plus notables, on peut citer YouTube en 2006, DoubleClick en 2007 qui deviendra AdWords, Android en 2005, Nest en 2014, Looker en 2019 et Fitbit en 2021. Google a également créé d'autres projets en partant de zéro sous la filière Other Bets, autre pari de la maison mère Alphabet. Parmi eux, on trouve par exemple Waymo qui développe des voitures 100% autonomes sans chauffeur. On a également Verily dans le domaine des sciences de la vie, Wing qui fait de la livraison par drone, ou encore Loon, des ballons stratosphériques qui fournissent une connexion internet. Bref, sous sa maison mère Alphabet, Google devient un conglomérat extrêmement diversifié. Tellement diversifié d'ailleurs que finalement la cohérence de tout ça finit par interroger. Mais malgré toutes ces acquisitions, malgré tous ces projets, eh bien la trésorerie de Google reste stable année après année autour des 100 milliards. Aussi vite que l'argent est dépensé, l'argent revient. C'est quand même vraiment un drôle de problème. Mais alors, à trop vouloir s'étendre, Google ne risque-t-il pas, à moins que ce soit d'ailleurs déjà fait, de perdre sa dynamique originelle? Et pourquoi, malgré tous ces projets ambitieux, Google ne parvient pas à décider où investir le reste de son argent? Quels peuvent être les problèmes liés à une taille trop grande, une structure trop importante et trop peu flexible, et un excès de trésorerie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans le bréviaire d'Harvard, on a cette injonction « Stay focused on your core business ». Restez concentré sur votre cœur de métier. Pourquoi? Parce que vos ressources ne sont jamais illimitées, votre temps non plus, et c'est sur votre cœur de métier que vous avez le plus de chances que l'argent investi rapporte le plus. Et si ce n'est pas le cas, il vaut mieux vendre cet actif qui n'est pas votre cœur de métier pour réinvestir cet argent sur votre cœur de métier. Ici, c'est la loi des avantages comparatifs qui joue, encore David Ricardo. Chacun a plus intérêt à investir son temps et son argent sur le domaine sur lequel il est le plus efficient. Si vous regardez Alphabet, c'est toujours la division publicitaire qui rapporte le plus d'argent. Le reste en rapporte aussi, notamment le cloud avec des marges confortables, mais la plupart des autres divisions restent quand même de grandes hypothèses, ne rapportant pas d'argent pour le moment et donc restant actuellement des centres de coûts. Alors certes, il doit normalement y avoir des synergies entre les sociétés qu'on rachète et son cœur de métier. YouTube, par exemple, a renforcé Google et en termes de part de marché globale sur Internet et sur le secteur publicitaire. La galaxie de services digitaux de Google, Maps, Mail, Notes, etc. font également partie d'une stratégie d'ensemble visant à garder l'internaute dans la galaxie Google pour l'ensemble de ses usages. Là, évidemment, dans tout ça, il y a des synergies. On veut garder l'attention de l'utilisateur, qu'il passe le plus de temps possible dans les services Google. Mais à force de trop s'étendre, eh bien, on fait des erreurs. On va dans des domaines qu'on maîtrise moins. Et bien sûr, on complexifie son organisation au point de moins bien gérer chaque entité. C'est donc bien sûr un risque que de trop vouloir s'étendre. Google fonctionne aujourd'hui comme une grande entreprise et plus comme une petite start-up. Avec la croissance de l'entreprise, eh bien des niveaux supplémentaires de bureaucratie se sont mis en place. Cela ralentit les prises de décision et rend l'innovation plus compliquée. Les coûts de structure ont également augmenté avec la croissance de l'entreprise. Google emploie aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qu'il faut payer tous les mois. Les petites entités du groupe, protégées par le gros conglomérat, sont d'une part moins agiles et d'autre part moins affamées pour réaliser des performances exceptionnelles. On a des mécanismes de déresponsabilisation à chaque niveau qui plombent l'efficacité du groupe. Et puis, en plus de tout ça, à court terme, garder l'argent à la banque, ça a un coût d'opportunité. J'aime énormément cette notion fondamentale de la science économique qu'est le coût d'opportunité. Cette idée dit que si vous avez une idée qui pourrait vous rapporter des millions, eh bien, le fait de ne pas faire cette idée représente un coût d'opportunité équivalent. Finalement, c'est ce qu'on n'a pas gagné en ne faisant pas ce que l'on aurait pu faire. Et évidemment, quand on a des milliards, et même 100 milliards, eh bien ne rien faire de cet argent représente un coût d'opportunité énormissime. Et puis, quand on a trop d'argent, il y a malheureusement un phénomène de désincitation qui apparaît.
connaissez l'histoire de l'or des Amériques qui a considérablement enrichi l'Espagne et le Portugal au XVIe siècle, après la découverte évidemment du continent par ces derniers. Sauf qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, eh bien Espagne et Portugal sont relégués au second rang en termes de puissance économique. L'une des explications, c'est qu'avec autant d'or, eh bien ces pays ont pu vivre confortablement, sans prendre la peine, sans avoir besoin d'innover. Ils ne se sont pas fatigués pendant environ 150 ans, et ça les a considérablement affaiblis en termes de production intérieure. Ça a désincité l'innovation et finalement appauvri ces pays. L'argent, que ce soit l'or ou le cash de Google, peut avoir finalement un effet négatif et conduire à un appauvrissement s'il remplace le vrai moteur de la création de valeur, la capacité productive et d'innovation. C'est ce que dit en creux la citation de Jean Bodin, l'un des premiers économistes de l'histoire: il n'est de richesse que d'hommes. Alors d'accord, Google n'est pas l'Espagne du XVIe siècle et reste une machine puissante capable de générer des innovations. Mais cet exemple nous donne une idée du risque que l'on court si on a trop d'argent et qu'on ne sait pas quoi en faire. Il y a ce que Gary Tan, le président du Y Combinator, appelle la complaisance innovationnelle. Zéro idée égale zéro investissement, ajoute-t-il. On a tellement d'argent qu'on délaisse les efforts nécessaires pour créer l'innovation. Et on accumule du cash parce qu'on ne sait pas très bien le réinvestir. Or, cet argent, il faut justement le réinvestir dans les startups les plus innovantes, comme par exemple les startups issues du Y Combinator, le plus grand incubateur de startups au monde. Ce mécanisme de désincitation à l'effort et à l'innovation est d'ailleurs amplifié en situation de position dominante. Non seulement cette position crée un sentiment de sécurité, mais elle implique aussi des coûts importants. Google verse ainsi des sommes considérables qui se montent à plusieurs dizaines de milliards par an à d'autres acteurs comme Google ou Firefox pour rester le moteur de recherche par défaut. Un autre problème de Google, c'est l'ensemble des risques juridiques à 3 niveaux. D'abord, bien sûr, on vient de l'évoquer, sa position dominante qui attise les foudres de différents gouvernements et juridictions, ce qui entraîne souvent des enquêtes, des mises en demeure et parfois des condamnations, notamment en Europe. Les autorités de la concurrence, européennes et américaines notamment, agitent en permanence des menaces de très grosses amendes, ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial, pour des cas d'abus de position dominante ou d'entente caractérisée. Et ici, leur montagne de cash, évidemment, est bien pratique pour aller payer ces amendes, mais c'est aussi la source du problème, puisque finalement les autorités voient cette montagne de cash et se disent qu'il faut aller chercher l'argent là où il est. D'ailleurs, Google en a déjà plusieurs fois fait les frais au cours de ses 26 années d'existence. 4 milliards en 2018, infligés par la Commission européenne pour abus de position dominante, puis 2 milliards confirmés par la Cour de justice européenne en 2024 pour les réglementations de données personnelles. 250 millions supplémentaires infligés en 2024 par l'autorité de la concurrence française. Je vais pas vous faire la liste, elle est longue. Deuxième problème juridique de Google, la protection des données personnelles avec les nouvelles lois, notamment RGPD. Et troisième problème juridique de Google, sa structure fiscale avec sa capacité à ne pas payer d'impôts et ses montages dans différents pays à faible imposition. On entend presque tous les jours des responsables politiques français cibler ces fameux GAFA qui ne payent pas d'impôts en France. D'ailleurs, des procédures ont souvent lieu contre Google, mais en général, jusqu'à présent, elles sont gagnées par Google, puisqu'effectivement, les activités européennes de Google sont bien localisées en Irlande et que ça tient la route d'un point de vue juridique, même si le clic est en France. Au total, on voit tous les inconvénients et risques à avoir trop d'argent. D'abord, on surinvestit dans des projets non rentables. Ensuite, on achète des entreprises qui ne créent pas de synergie avec notre métier d'origine. On réduit l'efficacité de son organisation à force de trop s'étendre. Et on crée des coûts de structure et de la complexité qui réduisent notre capacité d'innovation. On suscite la convoitise et le dénigrement des autorités publiques des grands pays européens, qui veulent aller puiser autant que possible dans le magot, en créant d'une part des réglementations nouvelles, et d'autre part en appliquant le maximum de rigueur sur les règles existantes. On subit les effets de l'inflation sur son cash accumulé, et on passe d'une vision centrée autour du client à une vision centrée sur les directives internes de la société. Or, la valeur d'une société s'accroît quand elle crée de la valeur pour ses clients. Avec autant d'argent, Google devrait enrichir sa relation avec ses clients. Mais avez-vous déjà parlé avec quelqu'un du service client de chez Google? Eh bien non, c'est très connu, ils sont quasiment impossibles à joindre, sauf si vous êtes un énorme client qui dépense des millions par an en publicité. C'est ainsi que les grands groupes ne sont pas du tout invincibles. L'histoire nous le montre, avec énormément d'entreprises devenues trop lourdes, trop lentes, qui ne parviennent plus à innover, qui s'affaiblissent petit à petit et qui deviennent des géants au pied d'argile qui un jour s'effondrent. Gary Tan, le président du Y Combinator, nous donne le contre-exemple total de Google. Il s'agit d'Amazon. Contrairement à Google, ils ont toujours réinvesti leurs bénéfices dans leur propre croissance sur leur cœur de métier, à savoir la distribution et le cloud,
et ne se sont pas aventurés dans tout un tas de domaines expérimentaux. Ils n'ont pas versé de dividendes pendant plus de 2 décennies, ils n'ont pas fait de rachat d'entreprise, à moins qu'il y ait un rapport direct avec leur business. Et bien qu'ils fassent beaucoup moins de marge que Google, puisqu'ils ont une activité physique, eh bien la société est valorisée à peu près autant que Google, c'est-à-dire environ 2000 milliards de dollars, et capte 50% du e-commerce aux États-Unis et 32% du marché mondial du cloud. Ça confirme ce que disait Jeff Bezos en 2014, qu'il ne faut pas chercher à faire monter son cours de bourse, il faut chercher à créer le plus de valeur pour les clients et le cours de bourse suivra. Ça se fait en réinvestissant ce qu'on gagne dans la création de valeur pour le client, dans l'amélioration du service. C'est là que réside la création de valeur, utiliser son cash pour le réinvestir dans des entreprises. C'est exactement ce que je fais avec 750 membres du club privé Léonis Investissement, en investissant dans les meilleures startups au monde issues du Y Combinator dont on a parlé avec son président Gary Tan. C'est donc le plus grand incubateur de startups au monde à San Francisco. Pour investir dans ces boîtes, on utilise des critères d'investissement extrêmement stricts et si tu veux les lire, tu peux les récupérer gratuitement en description de cette vidéo. Tu pourras t'en resservir pour faire tes propres analyses lorsque tu vois une prochaine startup dans laquelle investir.